Bonjour YouTube, bienvenue dans le replay du Buckard Show où on va parler aujourd'hui de X-Men 97 et de ce dernier épisode absolument incroyable. Et je pense qu'on peut se poser la question, X-Men 97 n'est-elle pas la meilleure série disponible sur Disney+? En tout cas la série Marvel, on va y répondre aujourd'hui, mais allez, on y va. Bon, on commence donc cet épisode avec la rencontre entre Magneto et le professeur Xavier. Une rencontre qui a lieu visiblement pendant la guerre du Vietnam, et on avait vu dans les précédentes saisons, il y avait un épisode justement qui était dédié à leur rencontre, où tous les deux travaillaient en tant que scientifiques pendant la guerre. Et on se rend compte très vite qu'on est dans l'esprit de Magneto, où Charles est en train de lui faire une espèce d'attaque psionique. Il revient dans un moment où ils étaient ensemble pour essayer de calmer un peu l'esprit de Magneto et faire en sorte qu'il reprenne ses esprits. On l'avait quitté dans le dernier épisode où il avait le casque, Charles avait le casque sur la tête. Désormais, il ne l'a plus et il lui fait une giga attaque. Alors, comme lui dit Magneto, il lui dit attention, si tu me forces à faire ça, il y a des chances que nos deux esprits collapsent et fusionnent et qu'ils se retrouvent tous les deux perdus. Malgré tout, Charles dit qu'il n'a pas le choix puisque, encore une fois, on connaît les idéaux totalement différents de l'un et de l'autre, où Charles est toujours dans l'idée il faut être bon avec les humains, qu'il n'y a que comme ça qu'il y aura une cohabitation. Et Magneto n'est pas du tout du même avis et lui, il croit dans ce qu'il a fait, qu'un petit retour à l'âge de pierre, ça ferait de mal à personne, puisque les êtres les plus évolués finiront par vaincre. Grâce à ça, Charles, en gros, reprend le contrôle de l'esprit de Magneto et est capable de créer cette onde qui va pouvoir redonner l'énergie à toute la planète, et donc également réactiver les sentinelles, ce qui est un peu le problème. Ce qui nous fait venir déjà à notre première théorie sur la suite. Alors, tout au long de cette vidéo, on va discuter un petit peu de quelle pourrait être la suite, vers quoi ça nous mène. Et cette première scène, déjà, elle nous teasait un élément par rapport à la semaine dernière, en tout cas, qui nous faisait croire qu'on allait pouvoir avoir Onslaught. Donc Onslaught, c'est ce personnage-là qui est, donc, comme je disais, un espèce de mélange entre Magneto et Charles Xavier. Dans le précédent épisode, on a vu que l'épisode se terminait avec Magneto qui enlevait tout l'adamantium de Wolverine, une scène qui a été un peu passée au travers sur cet épisode-là, où on voit juste que Wolverine est KO, mais qui a une importance assez primordial dans les comics, puisque c'est le moment où, en gros, Charles Xavier vrille complètement, lui qui arrivait toujours à pardonner son ancien ami Magneto, et que malgré leurs différences, malgré que les X-Men passent leur temps à se battre contre Magneto, eh ben, ils arrivaient toujours à trouver un terrain d'entente. Le fait que Magneto décide d'enlever l'adamantium de Wolverine a fait complètement vriller Charles Xavier, qui allait trop loin dans ses pouvoirs jusqu'à justement forcer Magneto à se détendre. Et dans cette opération, les deux esprits ont fusionné. Et des années après, lors d'un événement, en gros, tout cet esprit-là de Charles et de Magneto combiné, il devient en gros une entité qui possède en gros le dark side des deux personnages. Et donc du coup, qui veut créer un Unimind, et donc réunir en gros les esprits du monde entier. Et c'est potentiellement un truc qui va arriver dans la saison 2, puisque, comme je vous le disais, dans les comics, ça n'est arrivé que des mois et des mois après, c'est pas arrivé directement après. Pour revenir un petit peu à ça, Charles prend le contrôle de Magneto, on voit les différents caméos, donc on voit que là toute l'énergie revient sur toute la planète. On voit les différents caméos qu'on avait vu déjà dans les précédents épisodes, notamment dans l'épisode 8, je crois, avec Silver Samurai, Captain America et le Iron Man à l'ancienne des années 90. C'est-à-dire une armure de gladiateur avec des abdos excellents. On a une scène de ouf avec Daredevil, une scène avec Doctor Strange que je trouve très très stylé, puisque on voit qu'en gros il continue à opérer malgré le fait qu'il n'y ait plus aucun appareil qui fonctionne. Alors là, c'est bon, je l'ai mal pris la caméra, mais normalement t'as pas ça, et donc il opère avec la magie, ce qui est plutôt stylé. On a aussi une caméo de T'Chaka, qui n'est pas T'Challa, attention, qui est le père de T'Challa, mais le Black Panther de l'époque, et puis avec un style très comics de l'époque, avec la cape qui est très très stylée. Elle est Dora Milaje. On a une apparition de Cloak and Dagger. Je sais pas si vous les connaissez, mais il y a une série qui existe, Cloak and Dagger, qui doit être disponible sur Disney+, je pense. Mais donc, en gros, Cloak est capable de se téléporter et téléporter des gens en les faisant rentrer dans sa cape. Et Dagger est capable de manipuler la lumière et de créer des dagues. D'où le nom. Mais voilà, les deux qui sont toujours ensemble. On a aussi une apparition des Winter Guard, je crois c'est. En gros, c'est les méchants Avengers de la Russie, des méchants russes. On a Omega Red qui a fait partie des précédentes saisons et qui devrait réapparaître dans la saison 2 parce que c'est un des mutants les plus dangereux. À côté, on a une version de Crimson Dynamo qui est en gros le méchant russe Iron Man. Alors, d'habitude, il est un peu plus mastoc, mais j'ai bien vérifié, c'est bien cette version-là. Et donc, on a Darkstar, qui est aussi une mutante rude du côté russe. On voit qu'en gros, ils défendent le président russe dans les années 90. Voilà.
On a également aussi un petit caméo à Genosha. Alors là, je vous fais le tour des caméos comme ça. On en verra peut-être un peu plus après, mais là, c'est le moment où on les voit tous. À Genosha, donc on a Psylocke ici, on a Northstar et Aurora qui sont en gros des super-héros qui sont dans l'équipe des Avengers du Canada, donc qui font partie des Alpha Flight et eux. Et on a aussi ce membre-là qui fait aussi partie des Alpha Flight. Alors là, je vous cache pas, j'ai dû chercher, hein, parce que je voyais pas du tout qui c'était. Et c'est, est-ce que je me suis noté? Il s'appelle Puck. Puck, qui est tout petit et qui a des pouvoirs de longévité apparemment. Jamais vu. On a ensuite cette scène où on retrouve Bastion, Mr. Sinister et Cable, donc Cable forcément qui a été pris, enfin qui est contrôlé par Sinister et qui est relâché pour dire combien de fois il a essayé de l'arrêter. Il a bien essayé de l'arrêter 200 fois. Donc c'est là où, en gros, potentiellement, comme il disait, c'est sûrement un point absolu dans le temps, c'est ça, je crois. En fait, il l'appelle toujours différemment. Mais c'est ce qui se passe avec Doctor Strange dans What If, notamment. Et donc, en gros, oui, il ne peut pas empêcher l'attaque de Genosha, il ne peut pas sauver sa mère, en gros, et c'est comme ça. Mais on enchaîne donc avec notre petit Bastion qui a évolué, qui prend un petit peu son costume des comics. Et on voit que ces sentinelles également prennent la tenue des comics. Donc voilà, qui devient plus machine que homme au final, et qui brise le fameux collier. Et là, comme on appelle un Deus Ex Machina, on a notre cher Jean Grey qui revient avec la Force Phoenix, mais qui vient juste pour les sauver à ce moment-là. Alors, probablement qu'elle ne l'a jamais quitté, la Force Phoenix. On sait pas exactement comment ça s'est passé. Mais qui vient sauver tout le monde dès le début de l'épisode. Donc plutôt cool. L'animation était très stylée, je trouvais, malgré que ça fait encore une fois très Deus Ex Machina, qui lui met sa petite couronne qui lui permet de annuler, enfin en gros désactiver la connexion entre notre cher Bastion et toutes ses sentinelles. Également, enfin là, en gros, comme je vous le dis, hein, notre Phénix après enlève toute l'ADN mutant qu'avait cumulé Mr. Sinister au fil des années, qui le rendait assez exceptionnel et presque immortel, ce qui en fait juste un vieux moche à la fin, quand même 2-3 muscles, mais qui en fait un vieux moche. Bon, on continue, on enchaîne très rapidement. On va arriver sur la fin, c'est la fin qui est le plus intéressant, mais on vous fait un petit peu le parcours de l'épisode. Sur cet épisode, enfin sur ce plan-là, en gros, on a Bastion qui finit quand même par revenir en puissance. C'est-à-dire là, on avait quand même un combat Super Saiyan qui chope le bras de Cable, qui est donc formé par. Enfin, on sait que Cable a le virus le cybervirus, et qui l'utilise pour se morpher en une nouvelle forme. Là, on est vraiment sur un combat Dragon Ball. Et commence la méga bagarre. D'ailleurs, Deviant, tiens, toi qui es là. Moi, je lis moins les X-Men. Qu'est-ce qui fait que Malicia, elle est aussi forte? Parce que à chaque fois qu'on nous l'a présentée dans les films, elle a le pouvoir d'absorber, mais est-ce que depuis toujours, elle a le pouvoir de voler, de mettre des grandes patates, et surtout, il y a un truc, ça, là, de faire des claques à la Hulk, ou est-ce qu'elle a piqué ses pouvoirs justement à Hulk? Donc, grande patate dans les chicots, qui nous amène sur la Lune, dans cette zone. Alors, si vous posez la question de ce qu'est cette zone, en gros, c'est une zone dans les comics sur la Lune où je crois qu'il y a de l'oxygène. Il y a une mini-atmosphère qui s'est créée et qui est la base de plusieurs personnages au fil du temps, mais notamment la base de Watcher Watu, celui de Watcher qu'on voit dans What If. En gros, ça, à un moment, c'est sa base. Moi, j'attends des viandes. Voler et super force, c'est parce qu'elle a absorbé les pouvoirs de de Captain Marvel. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle les garde? C'est ça mon interrogation. Et ça, j'imagine que c'est pareil. Elle a dû prendre les pouvoirs soit de She-Hulk, soit de Hulk. Non, c'est pas la base des Inhumains, ça. Je sais qu'il y a une base des Inhumains sur la face cachée de la Lune également. Mais non, c'est pas ici. On a donc là le gros combat qui se prépare, l'apparition enfin de Sunspot à Donf. On le voit carrément de la Terre. D'ailleurs, très intéressant ce plan à Times Square. On en avait vu un aussi au tout début de la série. Mais on voit tous les éléments de l'univers Marvel et quand même principalement ceux aussi liés aux X-Men. On a donc WHIH qui est la chaîne d'infos basique. Mais ce qui est intéressant, c'est celui-là, le Yashida. Alors si je dis pas de bêtises, c'est ceux qui ont vu Wolverine, le combat de l'éternel, quand il va au Japon. En gros, Yashida, c'est le vieux qui veut devenir immortel et qui veut prendre les pouvoirs de Wolverine. En gros, voilà, pour vous resituer, c'est ça, c'est intégré là-dedans. Elle garde toujours les connaissances et pouvoirs dans les comics, c'est précisé. Ok. Et donc là, le président se pose la question, est-ce qu'il doit faire intervenir le Magneto Protocol, qui était prévu justement à l'époque où Magneto avait son astéroïde, pour le détruire si jamais il menaçait la planète. Alors, là, il y a des trucs qui sont assez intéressants. Déjà, je vous avais dit dans une vidéo que c'est vrai qu'on lui donnait des noms différents. Là, dans cet épisode, on voit qu'il l'appelle toujours Magnus dans X-Men 97, mais dans cet épisode, on comprend que c'est quand même Eric Lencher et que Magnus c'est son middle name, en gros. Autre élément assez intéressant, on ne voit pas très bien, je m'en excuse, mais donc ici, on a... Oh, j'adore faire ça, j'adore les gars, j'adore pouvoir faire ça. On a donc enfant Quicksilver,
Scarlet Witch. Marital situation widowed, ça veut dire qu'il est veuf. Et on a le troisième enfant qui est masqué, Polaris, qui est son troisième enfant, et qui va apparaître d'ailleurs un peu plus tard, voilà, qui est ici. On voit sur le bateau, en gros, des personnes qui lui permettent de survivre à ses traumas. On a bien Rogue qui est bien mis en avant. Ici, on avait Wanda et Pietro qui sont ses deux enfants un peu légitimes. Enfin, légitime, oui et non. Et ici, donc, on a donc Polaris qui était là. Je me suis posé la question quand j'ai regardé parce que j'arrive plus à me souvenir. Mais en faisant quelques recherches, on voit qu'elle est là et qu'elle est masquée ici. Pourquoi elle est masquée, je ne sais pas. Mais voilà. Ah putain, j'avais pas vu. Je viens de voir un easter egg très drôle. Alors, a.k.a. donc As Known I, Eric Lercher, donc son nom. David Emblem, je sais pas ce que c'est, ça doit être son nom de naissance. Peut-être, j'en sais rien. Et là, on a un Yann M. Barré, donc il y a celui qui joue l'acteur dans les anciens, et Michael Fassbender et Ian McKellen. Cool, easter egg, cool. Voilà. Donc, on enchaîne avec la baston entre Bastion et les X-Men. Évidemment, on a cette grosse baston toujours. On a dit qu'on était dans des BZ, donc on a la baston des jets. Bon, il s'en sort plutôt bien, mais à la fin, il se fait quand même marave. On a une petite scène un peu, je trouve qu'on retrouve toujours et encore des trucs un peu japonisants, un peu creepy. Et on a les X-Men qui reviennent dans une sentinelle, qu'ils ont bidouillé en 3 secondes, mais ça a marché. Notre méchant qui résiste, et les X-Men qui décident finalement de pas se battre, mais d'essayer de le convaincre. Ils sont forts, ces X-Men. Ce qui ne marche pas du tout, puisque en fait, ils sont rattrapés par la réalité, qui est que les humains, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent, voudront toujours les détruire. Et donc, ils leur envoient le Magneto-Protocol. Et on a une fuite vers l'espace de Bastion. Dire qu'il est mort, je ne pense pas. C'est un truc des comics également. C'est toujours, les méchants sont jamais vraiment morts. Mais particulièrement chez les X-Men, ils ont une tendance à ne jamais mourir. Donc là, clairement, on ne le voit pas mourir, donc il est pas mort. Et on a donc ces scènes-là un peu sur Terre où on a la fin des caméos, mais donc on a cette scène où le président, Captain et Iron Man sont sur le truc. On voit d'ailleurs, il y avait une scène au moment où il doit prendre la décision de détruire ou non l'astéroïde. On a toujours Captain qui tente de l'en dissuader, on a Black Panther qui tente de l'en dissuader, mais il y a toujours cette division Iron Man-Captain, parce que Iron Man ne s'en mêle pas du tout. Et lui, je pense qu'il approuve même la décision. Donc c'est assez intéressant. Les X-Men décident de ne pas laisser tout seul Cyclope s'en charger, et il y a cette scène qui est quand même assez cool, où on a les adieux des parents de Cable, où pour le coup Jean prend vraiment son rôle de parent, même si c'est Madeleine, sa vraie mère, mais de parent adoptif, puisque de toute façon elle partage les souvenirs de Madeleine, donc c'est tout comme, que j'ai trouvé assez cool et qui est assez importante pour la fin de l'épisode, puisqu'on a un vrai truc de Scott qui nous dit qu'il veut pas faire les mêmes erreurs que son père, c'est-à-dire ne pas, en gros, laisser des traumatismes à son gosse, en gros, si on comprend bien. Et bien sûr qu'il regrette tout l'épisode, il regrette de l'avoir laissé dans le futur. Il le dit qu'il le referait pas, en gros. C'est assez intéressant, en disant qu'il a les mêmes dieux, etc. Et ça va être important pour la fin. Bon. On voit que cet événement est suivi un peu partout sur Terre, et notamment à New York, où et là très 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 important, on a Peter Parker, Mary Jane et Flash Thompson qui regardent la télé, et c'est, mesdames et messieurs, le meilleur Spider-Man qui n'a jamais été fait, évidemment avec le même design. Le design du Spider-Man je crois que c'est Spider-Man 94, un truc comme ça, mais le Spider-Man de mon enfance qui était monstrueux, qui était trop bien. Et donc, ce qui nous annonce quand même, je pense qu'on peut être sûr aujourd'hui à 99%, qui feront une série Spider-Man. Ils ont annoncé il y a quelques temps déjà qu'il y avait un studio Marvel Animation avec le Marvel Studio, Marvel Animation. Et là, avant-hier, si je dis pas de bêtises, ou hier, ils ont annoncé le studio Marvel Télévision. Et donc, ils vont vraiment diviser ces 3 entités. Franchement, c'est con, mais c'est une des meilleures initiatives qu'ils aient fait. Et avec ces 3 entités, ils vont développer chacune chose. Et en gros, ce qu'ils ont compris, on en parlera à la fin, mais ce qu'ils ont compris avec cette série, et qui est très intéressant. Oh, d'ailleurs, j'avais pas vu, mais putain, mais je vois plein de choses. Regardez les éclats de vitres pour nous faire comprendre que c'est bien Spidey. Ils sont stylés. Clairement, c'est une toile d'araignée qui connecte chaque truc là, comme dans... Bref, c'est très stylé. Mais en gros, ce qui est cool, c'est que on est en train de comprendre que... En tout cas, j'ai eu peur quand l'astéroïde a disparu, je vais pas vous mentir. Mais on est en train de comprendre qu'en gros, X-Men 97 est quand même autonome du MCU, et c'est tant mieux, et à un moment, on peut pas tout relier. Ça devient pénible. Par contre, clairement, on sent qu'ils vont faire un univers partagé entre les animations, X-Men, Spider-Man, peut-être les 4 Fantastiques, parce qu'on a eu souvent des références aux 4 Fantastiques, Avengers potentiellement, et que potentiellement, ils peuvent nous faire kiffer via ça. On le voit, ils ont pas trop de limites, c'est top, c'est hyper bien fait. Et surtout, il y a pas de multivers, et potentiellement, ils ont décidé de faire la saga du multivers pendant encore un petit moment, via le MCU.
eh ben, ce serait pas si mal d'avoir un petit univers partagé en animation qui ne parle pas de multivers. Pendant ce temps, on a toujours notre Wolverine qui a bien reçu. Il y a cette scène qui est vachement cool, je trouve, la relation entre Morph et Wolverine. Il y a un truc qui est pas dit, mais qui est touchant sur ce que ressent Morph par rapport à Wolverine. Et puis, enfin, je sais pas, cette atmosphère, elle est grave bien. Et je trouve que justement, ils tombent pas dans le piège du pathos, ils tombent pas dans le piège du, entre guillemets, wokisme. Et ils le font de manière très juste. Très juste. Voilà, je trouve que c'est très fort. Bon, Magneto se réveille, il nous prend l'astéroïde, et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans les théories. Donc, l'astéroïde disparaît. Moi, je vais pas me mentir, hein. Pendant une seconde, je me suis dit, ils vont pas faire ça quand même. Ils vont pas l'amener dans le MCU comme ça. Parce que là, il disparaît, on sait pas où. Hop, plus de signal. Et on se retrouve 6 mois après, devant le manoir des X-Men, qui est encore éclaté, hein, qui n'a pas été réparé, etc. Et on se retrouve donc sur cette page. Alors, évidemment, je ne voulais utiliser ça que pour ça. C'est trop bien. Évidemment, on voit rien. Mais on peut voir un petit peu tous ceux qui sont manquants. C'est-à-dire qu'en gros, on a 3 types de panneaux. On a ceux qui sont présumés morts, donc ceux qui étaient dans l'astéroïde. En gros, nos chers amis ici, présumés morts, astéroïde. Lui, on ne sait pas pourquoi, Archangel. Présumés morts, tous ceux qui étaient sur l'astéroïde. Ensuite, on a les Off-World, très intéressants, puisque eux, ce sont les frères Maximoff, qu'on n'a pas vus jusqu'ici, mais qui sont considérés comme off-world. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Et enfin, on a les AWOL. Donc ça, c'est ceux qui ont disparu sans autorisation. Ça veut dire ça en anglais, en gros. C'est ceux qui ont déserté, si vous voulez. Donc qui étaient donc les 3 qui sont restés sur Terre au moment où il a disparu, l'astéroïde. Et après, on a les X-Men qui restent, évidemment. Donc Colossus, Iceman, Havok, Dust, pour ceux qui connaissent pas, qui se transforme en tempête de sable, Exodus, Machin Bird, je me souviens plus, et Emma Frost, qui est considérée comme une X-Men apparemment, qui eux sont ceux qui sont restés sur Terre. Bon, bref. Ah oui, il y a Magic aussi, j'ai oublié de vous dire. Et Archangel qui est présumé mort, et on va comprendre que il y a peut-être une raison à ça. Nous avons Bishop qui arrive dans la scène. Alors, à ce moment-là, c'est vrai que ça nous paraît bizarre, mais Bishop et Forge ne se connaissent pas à ce moment-là. Même si on les a souvent vus dans les saisons précédentes, justement, et c'est le binôme parfait où Forge construit la machine à remonter dans le temps et où Bishop remonte dans le temps, justement, à chaque fois pour sauver les X-Men, justement. Eh bien, c'est ce qu'ils vont faire également ici, puisqu'on imagine que dans la saison 2, ça va beaucoup se passer dans le futur, dans le passé, potentiellement, mais qu'il y a quand même un danger dans le présent qui va modifier le futur, et ces deux-là vont sûrement s'en occuper. Et on arrive à la fin de cet épisode. Dinguerie cette fin, puisqu'on voit qu'en gros, ils ont été transportés dans le passé et dans le futur. Alors, c'est très bizarre déjà qu'ils aient été séparés. C'est très bizarre qu'ils soient plus dans l'astéroïde. C'est très bizarre que juste eux aient été déplacés. Aujourd'hui, en termes de théorie de pourquoi ils ont été déplacés, franchement, aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont en moins 3000 et qu'ils sont en plus 3960. On va commencer par 3960. Alors, intéressant, on a que Jean Grey et donc Scott Summers qui sont transportés là-bas. C'est pas pour rien. On se retrouve dans un futur où ils rencontrent Mère Askani, je sais pas comment c'est en français, mais en anglais c'est Mother Askani, qui est en fait Rachel Summers. Et Rachel Summers est en réalité dans un monde, en tout cas dans une réalité parallèle, une timeline parallèle. C'est la fille de Scott et Jean qui a créé le clan des Askani, puisque dans cet univers, ou en tout cas dans ce futur-là, c'est un futur où Apocalypse essaie à accomplir ses plans, et il se retrouve dans un futur complètement détruit où c'est Apocalypse qui règne. Ils rencontrent Scott, leur fils Cable, qui n'est pas encore Cable, mais qui est Nathan, qui est tout jeune à ce moment-là. Et donc, ils vont avoir cette chance de pouvoir l'élever de nouveau. Alors, je crois, si je veux pas dire de bêtises, puisque je n'ai pas lu ce comics, mais que je me suis renseigné, je crois que dans les comics, en gros, on a notre chère Rachel Summers qui fait venir du passé Scott et Jean pour pouvoir élever Nathan, puisque Nathan est celui qui a le plus de chances de battre Apocalypse. Pour tout vous dire, à la base, pourquoi Mr. Sinister a créé, entre guillemets, Cable, c'est-à-dire qu'il a créé un clone à Jean, fait en sorte que Jean, elle est un gosse, et de cette union, il l'a pris pour lui injecter le cybervirus. Je sais pas si vous vous souvenez. Mr. Sinister a fait ça parce que c'est pour lui la meilleure chance de vaincre Apocalypse. Apocalypse, on parle d'un personnage qui est ultra giga puissant. Potentiellement, dans la saison 2, peut-être celui qui pourra le vaincre, sans vouloir spoiler ou quoi, ça va être Onslaught. Mais il n'y a pas grand monde de plus qui peut le battre. Surtout qu'Apocalypse, vu ce qu'on voit, parce que là on voit qu'on est clairement dans un futur apocalyptique créé par Apocalypse, et que ceux qui sont partis dans le passé ont rencontré Apocalypse à son époque, à l'époque des Égyptiens. Et là, je trouve ça
hyper intéressant. Parce qu'on pourrait avoir une histoire à Apocalypse, qu'on en a eu dans les précédentes saisons. Mais dans le passé, moins 3000, on rencontre Apocalypse dans sa jeunesse, quand il n'a pas tous ses pouvoirs. Mais on le voit se battre contre des péons, des méchants, qui ont des têtes de serpent. Alors, j'ai eu beau chercher, les têtes de serpent ne me disent rien, mais moi, ça me disait quand même quelque chose. C'est que à une époque, dans un des runs de Kang, on voit le jeune Kang revenir, c'est pas encore jeune Nathanaël à l'époque, revenir à l'époque des Égyptiens, et il arrive dans le monde de Ramatout. Hop, voilà, c'est catastrophique comme il me les a fait, c'est pas très grave. Dans le monde de Ramatout, et Ramatout en gros est un variant de Kang qui s'est au tout début exilé en Égypte, et qui a créé sa propre tribu, où on voit qu'on a des personnages avec des têtes de différents dieux égyptiens. On n'avait pas des têtes de serpents. On voit dans Moon Knight, il y a une référence à Ramatout, qui est celle-ci, derrière le blason d'un des méchants contre qui se bat à un moment en Égypte. On a cette référence-là à Ramatout, qui peut faire penser potentiellement à la référence qu'on a ici. Et dans les comics, on sait que Apocalypse de l'Égypte ancienne est en guerre contre Ramatout, et qu'au milieu, on a le Moon Knight de l'époque qui se tape entre les deux. Voilà. Donc ça peut être une histoire très intéressante pour la suite, et qui peut nous lier un petit peu au MCU, c'est-à-dire qu'on peut avoir un peu de Kang, et ce serait cool. Et moi, ce qui me fait clairement dire que le Apocalypse de cette époque se bat contre Kang, bah, c'est cette sphère, en fait. Forcément, on a, alors ça ressemble pas à ça dans les comics, mais on a une sphère qui ressemble beaucoup trop à la technologie de Kang dans le MCU, et qui a une technologie bien supérieure à l'époque, à l'Égypte de l'époque. Donc voilà, moi je trouve ça très très intéressant. Et on revient à notre époque où on a dans Genosha justement Apocalypse qui revient, on l'a vu dans les saisons précédentes, mais qui revient et qui valide une théorie qui est tournée sur internet, qui n'était pas forcément la mienne, mais qui est très intéressante aussi, qui ramasse donc la carte de Gambit, et qui va probablement former les 4 cavaliers de l'Apocalypse, avec Gambit en étant représentant de la mort. Et on l'a vu plus ou moins, il y a comme on a vu que Archangel, bon, même s'il a déjà ses épées ses ailes en métal, pourrait redevenir un cavalier de l'Apocalypse pour Apocalypse. Oui, Gambit, je pense, va revenir. Enfin, même c'est sûr, Gambit, avec ça, va nous montrer qu'il va revenir en tant que cavalier de la mort. On a également le cavalier de la famine, de la pestilence et de la guerre, à voir qui seront les 3 autres. Dans les épisodes des précédentes saisons, c'était pas des mutants très importants. Là, je pense qu'ils feront en sorte que ce soit des mutants plus importants, et que, justement, potentiellement, notre cher Apocalypse va les ressusciter. Voilà. Là, on voit qu'on a déjà plusieurs scénarios qui sont plus ou moins possibles. On a un scénario qui nous mène vers cette histoire d'Égypte ancienne, vers Onslaught aussi. Alors, on a bien vu, la saison, elle est très bien faite, et au final, ils arrivent à caler plein d'intrigues différentes. Mais on a du Onslaught, on a du Apocalypse avec les cavaliers de l'Apocalypse, et potentiellement, on va avoir du Kang. Mais il se peut également qu'on ait une histoire autour de Hope Summer, qui est en gros dans les comics, je sais pas si vous avez déjà entendu, vous connaissez le comics House of M, c'est le jour où Wanda, c'est compliqué, mais à la fin elle dit No more mutants, plus de mutants, et en gros 95% des mutants perdent leur pouvoir, et il y a plus de nouveaux mutants pendant des années et des années et des années. Et en gros un jour naît Hope, qui est la première mutante à être née, et qui est considérée comme un messie. Et donc on a toute une série qui est Messia Complex, Messia War, etc. Et donc, en gros, qui se joue autour de cette personne-là, qui est Hope. Et donc, cette petite enfant est adoptée par Cable. Alors, au début, il y a tout le monde qui se l'arrache un peu. Elle est un peu protégée par les X-Men, mais bon, c'est compliqué. Et c'est Cable qui décidera finalement de la conserver, et de l'amener dans le futur pour la protéger, puisque notre cher Bishop, en gros, a décidé, lui et plein d'autres, mais Bishop qui revient du futur, dans un futur où, en gros, elle aurait causé la mort de 1 million d'humains, et qui aurait définitivement scellé le sort des mutants, pour les mettre dans des camps de concentration, etc. Donc pour éviter ça, on a notre Cable, qui l'emmène dans le futur pour l'entraîner et l'éduquer, etc., qui devient son père adoptif, ce qui fait qu'elle devient Hope Summers. Et quand elle revient dans le présent, et donc à ce moment-là, elle chope les pouvoirs de l'entité Phoenix, et ce qui nous amène à Avengers versus X-Men, puisque ces pouvoirs seront ensuite distribués à 5 mutants, et blablabli, et blablablou, et on arrive à un pan qui est assez exceptionnel, et qu'on pensait voir un jour dans le MCU, mais qui, à mon avis, peut être plus intéressant dans la série X-Men 97. Donc voilà. Bon, maintenant, si je dois revenir un petit peu sur mon avis global sur cette série, pour moi, comme je disais, c'est la meilleure série, honnêtement. C'est la série la mieux construite que j'ai vue sur Disney+, sur l'univers Marvel. Loki, évidemment, était très bien, mais je trouve qu'il y avait
Il y a un truc où en 10 épisodes, ils ont réussi à mettre beaucoup de choses, mais de les mettre vraiment bien. Il y a une construction de personnages qui est très difficile à construire avec les X-Men, puisque ça demande énormément de comics. Et on le voit dans les films, ils n'arrivent pas à le faire. Dans les films, t'as un peu les mâles qui dominent le truc, et encore, Scott est nul, alors que là, il est très bon. Je trouve que ils arrivent à créer des interactions et des arcs personnels sur chacun des personnages qui sont très intéressants. Même Professeur Xavier, qu'on n'a pas vu pendant toute la série, il arrive à la fin et t'es direct dedans, il est vraiment bien. Le lore est très respecté, les comics aussi. Donc moi, je trouve ça très intéressant et je trouve que ça a été fait aussi de manière assez intelligente. C'est-à-dire que la première partie de la série, elle est vachement pour ceux qui n'ont pas regardé les saisons d'avant. C'est-à-dire qu'on nous rappelle plein de choses, on prend le temps de nous rappeler, mais c'est bien fait. C'est pas maladroit où on nous explique absolument comment réfléchir. Je trouve ça vraiment bien foutu. Et on a cette Genosha, bam, qui te met dedans et qui te met une grande claque dans la gueule. Et tout ce qui en suit est quand même assez exceptionnel, honnêtement. Moi, je trouve ça assez fou. Donc voilà, au final, c'est 10 épisodes très puissants, très peu de déchets dans tout ce qu'il y a, même l'épisode 1 qui est un épisode d'introduction, on a l'impression que c'est un générique géant. Malgré tout, il est fort. Et moi, franchement, j'ai aimé me les faire une fois par semaine, mais ça va peut-être faire partie des rares séries que, au final, je vais peut-être me refaire d'un coup, parce que j'ai l'impression que ça aura une autre saveur et j'ai très très envie de le faire avec des chocs à pic un dimanche matin. Donc voilà. Il y a aussi un truc que je trouve très intéressant et je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que on l'a dit avec les X-Men, tu peux très vite faire de la victimisation, tu peux très vite faire du communautarisme, tu peux aller traiter de tous les sujets du communautarisme. Tout est très bien dosé, tout est naturel et je trouve que même la relation de tous les personnages, elle est incroyable. Et en fait, c'est des X-Men, c'est des mutants et tu ressens leur parcours en tant que mutants, mais pas en tant que minorité individuelle, tu vois. On sait que, enfin, on voit bien que Morph, bon, il est non-binaire parce qu'il peut être qui il veut, mais qu'il est amoureux de Wolverine. Wolverine l'accepte plutôt bien. Et il y a des, enfin, je sais pas, c'est bien fait, je trouve. Et vraiment, on n'a pas le sentiment que Roro, elle se plaint d'un problème sur ces éléments-là. Il y a un truc intéressant. Ils sont pas tombés dans la caricature un peu naze, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est très très fort. Moi, je trouve que Beau de Mayo est un putain de génie et que j'aimerais vraiment comprendre ce qu'il a fait pour se faire virer de ce projet. Sachez qu'en tout cas, il a déjà écrit et réalisé la saison 2, je crois, si je veux pas dire... Enfin, en tout cas, elle est peut-être pas finie en termes d'animation, mais c'est lui qui a tout fait. Il avait proposé, je crois, un scénario pour la saison 3. Je sais pas, ce gars-là, va falloir faire un truc sur Twitter pour le réhabiliter parce que... Bon, après, encore une fois, je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas ce qu'il a fait. Ils avaient peut-être peur aussi que si ça se sache, ce soit compliqué. Mais le gars, il a continué sur Twitter à toutes les semaines nous expliquer pourquoi il faisait ça, à nous donner des conseils. Il est ultra investi. Et je me dis, putain, des gars passionnés comme ça, mais ça manque dans l'industrie du cinéma. Il y a trop de gens qui font ça pour le pognon. Les réalisateurs, tu les vois, ils crachaient tous sur Marvel. Ils veulent tous revenir maintenant. Alors que là, t'avais un gars, mais c'est un passionné de fou. J'ai envie de le revoir, ce gars. J'ai envie de le revoir. Et surtout, je trouve qu'ils ont installé quelque chose. C'est pas facile de faire des séries animées dans le sens où tu peux vite tomber dans les séries qu'on avait quand on était jeune, de un épisode, une aventure, et puis tout finit bien. Et là, ils ont vraiment quand même visé un truc qui est quand même pour adultes, qui est pour les gens qui avaient grandi avec la série d'avant. Faut doser, faut trouver le truc, et je pense que ça a du vrai potentiel. Et encore une fois, je trouve que le fait que ce soit pas lié au MCU ni au multivers et que ce soit son propre univers, et qu'on revoit justement un vrai univers bien construit qui ressemble peut-être à celui des comics et qu'on se dit que le MCU c'est une adaptation, je trouve ça vraiment cool, vraiment très très cool. Voilà.